Le développement technologique visant l'accès à l'espace doit être une priorité pour la collectivité. Alors, juste une petite digression sur l'espace avant d'entamer ce que j'ai à vous dire. Euh, L'espace, c'est la partie qui m'intéresse le plus. L'astronomie est une passion depuis que je suis tout petit. Moi, je suis né en 1979, c'est-à-dire 10 ans pile après l'alunissage de Apollo 11 sur la Lune en 1969. Faut bien voir tous les progrès qui ont été faits rien que pendant ma période de vie. Euh, Depuis, on s'est un peu calmé sur la Lune, mais on a colonisé l'espace proche au point où actuellement on envoie des satellites privés dans l'espace. On a pu déjà envoyer des robots et des rovers automatiques pour explorer Mars. Euh, du fait du développement des télescopes, Hubble pendant très longtemps et maintenant le James Webb Telescope, notre connaissance sur l'astronomie est chaque jour plus importante. Pareil, il faut bien voir que pour nos grands-parents, l'univers, c'était la Voie lactée. Depuis les découvertes de la galaxie la plus proche, Andromède, grâce aux travaux d'Hubble, on s'est rendu compte que l'univers, c'était bien plus que la Voie lactée, c'était des milliards de galaxies comme la Voie lactée. Ça, c'est pour nos grands-parents. Euh, Moi, 10 ans avant ma naissance, on arrive à accéder à la Lune, et depuis, on va sur Mars, on arrive à explorer le champ profond de l'univers. Euh, les découvertes sur l'astronomie et l'espace, rien que depuis la période de ma naissance, sont ahurissantes et passionnantes. Euh, D'autre part, autre partie importante, je le cite brièvement plus tard dans la vidéo, mais l'accès à l'espace, l'exploration de l'espace, outre de nous apporter de multiples connaissances extrêmement importantes pour l'humanité, et euh, nous émerveille chaque jour. Moi, c'est un truc que je note régulièrement, habitant Biarritz. Même en plein été, quand il y a un très beau coucher de soleil, même un coucher de soleil habituel, quotidien, et bah, même si les gens sont en train de boire des coups tranquilles dans des bars, en train de tchatcher entre potes, au moment où le soleil se couche, le, un ange passe, le temps s'arrête, tout le monde se retourne vers l'océan et prend des photos euh, pour vivre ce moment particulier. Je veux dire, un coucher de soleil dans le cœur et les yeux d'un être humain, ça vous scotche. Et comme le fait de regarder la voûte étoilée en pleine nuit dans un ciel euh, parfaitement clair, sans pollution lumineuse, il faut bien voir aussi que nous, on est une génération d'êtres humains où l'éclairage public et la pollution lumineuse font que on se masque à nous-mêmes le ciel euh, qui pourtant a été observé depuis des générations par l'être humain les soirs de temps clair. Enfin voilà, bref, euh, l'espace, outre l'intérêt collectif qu'il représente et que je vais traiter ensuite, l'espace est chaque jour un émerveillement. Pardon. Et il est clair que le fait de se doter pour une civilisation des moyens d'accéder à l'espace et d'explorer l'espace, c'est, c'est, euh, ça paraît fondamental. Euh, Jusqu'à il y a peu, jusqu'à Christophe Colomb, on pensait même que la Terre était finie. L'humanité se développe, on est arrivé aujourd'hui à quasiment une civilisation planétaire. Et donc, bah, il est vrai que l'espace, c'est probablement la prochaine étape euh, à franchir pour l'évolution collective. Et n'oublions pas d'insister sur tout l'aspect technique du spatial. C'est-à-dire que le spatial, c'est un ensemble de métiers, des ingénieurs, des techniciens, des astronautes, un ensemble de métiers et de connaissances passionnants qui, en collaborant, voire même à l'échelle internationale, arrivent à résoudre des problèmes extrêmement complexes qui permettent d'accéder à un environnement extrêmement hostile et, euh, et
cette énergie, cette réflexion, cette dépense cérébrale mise au service d'une cause commune qui est celle de l'accès à l'espace, quelque chose d'extrêmement euh, fondamental et voire exemplaire. Euh, les astronautes, à ce jour, 10 Français sont partis dans l'espace. On connaît évidemment les plus célèbres, Claude Ignoret, Jean-François Clairvoy, euh, Jean-Loup Chrétien, et puis évidemment plus récemment Thomas Pesquet, qui participe à la vulgarisation et à la médiatisation de l'espace et de l'intérêt du spatial, qui tient exactement ce genre de discours. Euh, voilà, encore une fois, ces gens sont des exemples pour l'humanité. J'aimerais voir dans les chambres de nos enfants des posters d'astronautes plutôt que de Kim Kardashian, pour n'en citer qu'une. Donc, cela étant dit, reprenons. Le voyage spatial est un enjeu majeur pour l'espèce humaine, puisque, outre l'intérêt qu'il représente pour sa sécurité, sujet que je traiterai ensuite dans la partie sécurité de la technologie, euh, il permet de résoudre le problème de la limitation des ressources sur Terre, euh, en particulier lorsqu'il s'agit du voyage spatial lointain et de l'accès à d'autres astres. Au premier rang desquels la Lune. Il offre de se doter d'un capital naturel illimité, l'un des 4 facteurs de production, de l'accès à des ressources illimitées, ne serait-ce qu'au sein du système solaire, en termes de ressources naturelles et d'espace. Et là, je cite Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Si, comme Séchine a le rappelé Jean-Marc Jancovici, il est physiquement impossible d'escompter une croissance infinie dans un monde fini, en revanche, il est possible d'escompter une croissance infinie dans un monde infini. Ça m'irrite toujours un peu d'entendre parler dans la bouche de scientifiques de monde fini, alors même qu'au cours de ce dernier siècle, et surtout au cours de ces dernières dizaines d'années, l'humanité s'est dotée des moyens d'observer l'incommensurabilité de l'univers qui nous entoure. Notre univers est infini, c'est notre incapacité à nous y déplacer qui nous confine dans un monde fini. Si un modèle prônant une croissance infinie fait craindre la destruction de notre monde fini, la Terre, en revanche, l'accès à l'espace et à des ressources illimitées permet au contraire de préserver notre planète tout en continuant à croître et à nous y développer. Le modèle du développement spatial doit être celui de la collaboration internationale dans l'intérêt des peuples et du vivant, comme ce qui se fait pour l'ISS, la Station spatiale internationale, ou l'Agence spatiale européenne. Et évidemment pas ce qu'on voit dans le film Elysium, où quelques milliardaires ayant acquis du capital auprès de la collectivité pourraient s'enfuir d'une terre mourante sur Mars qu'ils auraient auparavant terraformé. Il ne s'agit pas ici d'attendre de la technologie et du voyage spatial une solution miraculeuse nous permettant d'échapper à une Terre mourante, comme dans Interstellar, polluée, ayant perdu sa biodiversité, trop chaude ou devenue impropre à notre survie, mais bien au contraire, de se doter des moyens de la préserver, de la protéger et de l'habiter sans l'endommager. Le voyage spatial permet l'accès à l'espace et à des ressources illimitées. L'espace est une ressource en soi. Euh, Quand on y réfléchit, c'est même la seule solution éthiquement euh, acceptable pour faire face au problème de l'augmentation démographique et de la surpopulation sur Terre. Le thème de la surpopulation est un terme qui a beaucoup émergé à partir des années 70. Et à juste titre, il faut bien voir que entre ma naissance, c'est-à-dire dans les années 70, on était 4,5 milliards sur cette planète, et on est maintenant 7,5 milliards en 2020, avec un quasi doublement de la population sur la période de ma vie. Et bien effectivement, euh, si l'humanité croît à un tel rythme, même une baisse de la consommation énergétique, de la consommation des ressources, l'amélioration du taux de retour énergétique
ne suffiront pas à faire face à l'augmentation démographique. La population se verra réduite de manière drastique et évidemment, on imagine bien quelles populations dans le monde seront touchées en premier. Bien qu'il soit observé scientifiquement qu'une population a tendance naturellement à réguler sa natalité, dès lors que le taux d'occupation de l'espace et le taux de consommation des ressources ont atteint un certain seuil, et par ailleurs, dès lors que la population a atteint un certain niveau de sécurité, bien qu'il faille par ailleurs repenser en profondeur notre manière euh, d'habiter la planète afin de l'occuper en y faisant société humaine, mais en essayant également d'y dégager des espaces naturels les plus larges possibles, réservés au développement de la biodiversité. Il ne peut être vu que comme positif l'espoir qu'un jour certains d'entre nous puissent partir explorer l'espace, voire même le coloniser. L'exploration spatiale participe évidemment à l'accroissement du quatrième facteur de production, qu'est le savoir, euh, la connaissance de l'humanité. L'accès toujours plus avant à l'espace entraîne avec lui l'un des plus grands bouleversements civilisationnels de toute l'histoire. Cela ne change en rien l'impérieuse nécessité de protéger notre Terre, notre planète, notre réserve naturelle. L'accès à des ressources illimitées entraîne lui aussi un bouleversement civilisationnel, au premier rang desquels une profonde modification du modèle économique, puisque il résout le problème de la limitation du troisième facteur de production qu'est le capital naturel. À quoi bon autoriser l'exploitation du gaz de schiste par facturation hydraulique en corrompant de l'eau douce, en provoquant des, euh, des tremblements de terre, ou dépendre du gaz russe et de toutes les conséquences géopolitiques de l'accès à l'énergie si on a accès au lac de méthane sur Titan ou à l'hydrogène de Saturne. On a découvert dans le système solaire un astéroïde contenant une telle quantité de minerai de fer que son importation sur Terre ferait s'effondrer le cours du métal. Et il en va de même pour toutes les autres ressources minérales. Ce qu'on ne trouve pas dans l'espace pour le moment, c'est la vie, ne serait-ce qu'une bactérie. C'est ce qui rend d'ailleurs notre planète si précieuse. Mais pour le reste, pas de problème de limite. Le plus beau, c'est que, tout du moins pour le système solaire, puisqu'on n'y observe pas, a priori, d'autres civilisations, son exploitation ne nous met même pas en concurrence avec d'autres. Si la vie existe ailleurs, une vie intelligente capable d'exploiter son environnement et de voyager dans l'espace, si les extraterrestres existent, nous ne rentrerons même pas en concurrence avec eux dans la mesure où rien que dans notre galaxie, euh, l'espace disponible rapporté au nombre potentiel de civilisations existantes fait que chacune de ces civilisations pourrait exploiter son environnement spatial sans avoir à empiéter sur celui des autres. La seule chose qui pourrait nous confronter serait le fait de devoir trouver une planète habitable en cas de destruction de la nôtre. Et inversement, bien sûr, parce que les planètes habitables semblent tout de même assez rares au sein de la galaxie. Ce qui rappelle encore une fois que la priorité absolue d'une civilisation doit être de protéger sa planète, en l'occurrence la Terre. L'exploitation des ressources spatiales paraît être de la prospective à très long terme, en tout cas trop long terme pour être prise en compte de nos jours. Mais en fait, elle est déjà très sérieusement envisagée, notamment par Elon Musk, encore lui, le patron de SpaceX, et Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Vous pouvez vous référer à une émission très intéressante, l'exploitation spatiale, le Affaires étrangères sur France Culture, du 30 décembre 2017. Le Luxembourg et les États-Unis sous Obama ont déjà légiféré sur l'exploitation spatiale. Vous pouvez vous référer à un documentaire très intéressant qui s'appelle La Lune, le septième continent. Les Japonais et les Européens sont d'ores et déjà parvenus à faire atterrir une sonde sur un astéroïde. Et plus récemment, après un voyage de 7 ans, la mission Osiris-Rex a permis de ramener sur Terre un échantillon d'astéroïdes de 250 grammes. Si l'on rajoute à cela les observations d'OVNI, dont il n'est plus possible de douter depuis l'audition au Congrès américain
du 26 juillet 2023 de David Grush, David Trevor et Ryan Grave. Euh, C'est-à-dire, il est clair que l'on observe des objets matériels aux capacités de vol inatteignables, ou en tout cas inconnues à ce jour euh, par l'espèce humaine. Si ces objets viennent réellement d'un autre système stellaire, cela démontre que l'espace interstellaire, voire intergalactique, n'est clairement pas infranchissable. Même si la technologie utilisée semble avoir des centaines, voire des milliers d'années d'avance sur notre technologie actuelle, ces objets démontrent que c'est possible. Le voyage spatial est possible. Il représente un enjeu majeur pour l'humanité, lui permettant d'accéder à des ressources illimitées en termes d'espace et de ressources naturelles, mais également en termes de sécurité. On ne peut que regretter que le budget qui lui est consacré par la société humaine soit si faible. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, dispose d'un budget de 7 milliards pour 2023 financé par 22 États membres, ce qui représente le prix d'un ticket de cinéma pour chacun des citoyens d'un État membre, Dixit, le site de l'ESA. Alors même que le budget de la seule armée française est de 44 milliards d'euros en 2023 et va passer à près de 60 milliards d'euros par an de 2024 à 2030. Le budget de la NASA en 2023 est de 25 milliards de dollars, celui de la défense américaine en 2024 sera de 842 milliards.